est heureuse de s'associer à TV5, la télévision internationale. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Une sacrée soirée assez exceptionnelle ce soir. Vous pouvez le constater sur ces images en direct de la Tour Eiffel que nous avons quitté notre studio pour venir ici à Paris. Considérez que ce soir, pendant 2 heures, vous êtes encore en vacances. Vous allez visiter avec nous, avec les artistes de Sacrée Soirée, l'une des plus belles villes du monde. Alors certes, vous ne pourrez pas tout voir, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout faire en 2 heures, mais nous avons choisi quelques-uns des endroits les plus beaux, les plus magiques, qui font rêver vous, Françaises, Français, mais qui font également rêver les habitants du monde entier qui font étape, dès qu'ils le peuvent, ici, à Paris. Alors, pour commencer l'émission, alors que toutes les équipes de technique de Sacrée Soirée s'installent, envahissent Paris pour pouvoir vous la présenter, cette capitale, sous un axe un petit peu différent, pour commencer l'émission, donc, la Tour Eiffel. Cette Tour Eiffel où j'étais accroché tout à l'heure, vous l'avez peut-être vu un petit peu avant 8 heures, cette Tour Eiffel en quelques chiffres. D'abord, la hauteur de la Tour Eiffel. Tout là-haut, grâce à la radio et grâce à la télévision, nous sommes exactement à 320 mètres,75. Cette Tour Eiffel, ça représente 10 000 tonnes de ferraille. C'est énorme. 1710 marches, 2 500 000 rivets qui assemblent 15 000 pièces choisies, j'allais dire sélectionnées par Gustave Eiffel. 45 tonnes de peinture tous les 7 ans pour la peindre. Et sachez que quand il y a du vent, bien tout là-haut, la Tour Eiffel peut bouger, peut varier, peut osciller de 12 cm. C'est impressionnant, non? Je fais très attention, je suis très prudent, car hélas, depuis l'inauguration de la Tour Eiffel, 369 personnes se sont jetées dans le vide, 2 ont pu y réchapper. Voilà ce soir ce que nous allons faire, non pas nous jeter dans le vide, mais nous jeter éperdument à la visite d'une ville superbe qui s'appelle Paris. Tout là-bas, vous ne le voyez pas, mais moi je le vois. J'aperçois une petite place, une station de métro, un jet d'eau, entouré de bistrots, une place blanche qui est très très connue, des jeunes femmes et des jeunes gens qui pour la première fois sont tous ensemble réunis sur cette place, et c'est toute la grande équipe du Moulin Rouge qui ouvre ce soir cette sacrée soirée consacrée à Paris. C'est formidable.
Et oui, un peu de remue-ménage, et je m'en excuse auprès des Parisiens, c'est vrai qu'on va semer un petit peu la zizanie dans quelques-uns des endroits les plus célèbres de Paris, ce soir tout simplement, pour vous faire découvrir cette capitale que peut-être un jour vous avez visitée très superficiellement. Alors là, on va quitter, bien entendu, la place Blanche, on va quitter Pigalle pour aller un petit peu plus haut, du côté de la place du Tertre, du côté de Montmartre, où notre ami Marc Lavoine, dans quelques minutes, chantera une de ses plus belles chansons qui s'appelle tout simplement Paris. Mais d'abord, je voudrais accueillir quelqu'un de très courageux, car c'est la première fois qu'il vient sur la Tour Eiffel. Il s'agit de Robert Hossein, que je vous demande d'applaudir, mesdames et messieurs. Robert Hossein. Bonsoir, Robert. Asseyez-vous. C'est une blague. Ne me dites pas, Robert, qu'un Parisien comme vous, né à Paris, n'est jamais monté sur la Tour Eiffel où nous sommes. On est à 123 mètres du sol, là. Je suis monté sur l'Arc de Triomphe et j'assure que j'ai été fasciné, un peu distrait par le French Cancan, mais fasciné quand même par la Tour Eiffel. Je trouve ça extraordinaire. Oui, là, j'étais jamais monté. Mais comment se fait-il que vous ne soyez jamais monté sur cette Parce que j'ai impressionné et que j'ai un peu le verto. Alors je me suis dit, enfin pardon, excusez-moi, je voulais dire j'ai un peu le vertige. Alors je me suis dit, la Tour Eiffel, ça fait haut. Alors je me renseignais pour savoir où était le resto, si le restaurant était propre. On y est. On y est. Sur Jules Verne, j'ai la carte si vous voulez. Je vais vous donner le menu si ça peut peut-être vous faire oublier le vertige. Robert, on n'est pas là pour parler bien entendu de restauration. Et on est peut-être là pour parler de nourriture spirituelle. Je vois partout dans Paris, et c'est l'interrogation de mon nombre de Parisiens et de provinciaux qui viennent en balade ou en vacances, on voit partout des affiches, je dois le dire, très impressionnantes, avec un nom, Jésus. Alors, dites-moi, mais quelle idée? Quelle idée? Pourquoi un jour, qu'est-ce qui vous avait traversé l'esprit d'avoir eu un jour l'idée de, j'allais dire, de mettre en scène Jésus? Encore, peut-on mettre en scène Jésus? Mais absolument, parce qu'il est, je pense que son message, s'il y a un message, il est d'hier, il est d'aujourd'hui, il est de demain. Tant que les hommes ne seront pas devenus un peu plus raisonnables, tant que nous n'arriverons pas à gérer la terre et que tout le monde puisse profiter de ces fameux mots qu'on répète à tour de bras toute la journée, qui est la justice, la liberté, tant que les gens n'auront pas le sentiment de vivre avec dignité et de vivre de ce qu'ils ont choisi d'être, eh bien, je pense que Jésus est tout de même un symbole extraordinaire, qu'on soit croyant ou non croyant. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est un spectacle qui s'adresse aux croyants? Ou est-ce que c'est un spectacle qui s'adresse à tout le monde? Non, non, pas du tout. Vous savez, ce qui m'a inspiré aussi beaucoup, c'est Dieu a fait l'homme à son image. Et moi, je crois en Dieu parce que je crois dans les hommes. Parce que j'aime les hommes, dans le sens où je crois beaucoup en eux. Ils sont capables de choses admirables, extraordinaires. Il faudrait qu'ils se pressent maintenant, en ce moment. Mais ils ont prouvé et font des choses sublimes, merveilleuses. Eh bien, il faudrait qu'il y ait une espèce de prise de conscience un peu universelle. Et je pense que là, à travers le thème que nous avons choisi, c'est-à-dire sa vie, je pense qu'il y a des choses extraordinaires et qui veulent dire simplement aimez-vous les uns les autres. Et si ça paraît un peu difficile, assumez-vous les uns les autres avant qu'il ne soit... C'est vraiment le rôle des artistes que de souligner comme ça, comme vous le faites, ce qui ne va pas et de tirer le signal d'alarme. Non, moi je n'ai pas de message, je n'ai pas de mission. Je dis simplement, c'est pas tirer les scènes d'alarme, c'est un avertissement, c'est de aimer suffisamment la nature, aimer suffisamment les êtres humains, aimer suffisamment pour tout de même leur dire qu'il ne faut pas, alors que nous vivons dans un monde qui n'a pas tellement d'espoir actuellement, qu'il faut au contraire penser que à partir de nous-mêmes, que tout dépend de nous-mêmes et que si vous voulions nous organiser, là je ne veux pas faire de la prêche parce que j'évangélise personne, je dis simplement que je vois trop de choses qui sont trop tristes autour de moi toujours, et je me dis que avec un peu de spiritualité quelque part, et avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup de bonne volonté, avec un peu de cœur, et même peut-être un peu plus qu'un peu, eh bien on pourrait faire énormément de choses si on était vraiment solidaires et à l'écoute un peu des appels des autres. Voilà, c'est pour ça. N'était-ce pas un peu utopique ou, allez, n'ayons pas peur des mots, prétentieux que de vouloir adapter les évangiles? Non, 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 il n'y a pas de prétention. D'abord, c'est monsieur Alain Decaux. Hein. Non, mais d'accord, mais Alain Decaux a fait, nous avons fait ensemble la construction à partir des 4 évangiles, et tout ce que nous avons choisi de raconter de la vie du Christ, tous les hommes pouvaient tenter, essayer de le réaliser. On peut se permettre des libertés avec les 4 évangiles? Aucune. Aucune. Aucune, pas donc, un mot. Voilà. On peut se permettre des libertés sur la forme et la manière et le prétexte pour le raconter. Ça, oui. Avant d'aller vous applaudir très très bientôt, c'est dans quelques jours, au Palais des Sports à Paris, je suis allé jeter une oreille, un œil distrait. Je sais que ça fait jamais plaisir au metteur en scène parce qu'on ne prévient pas. Je suis allé voir comme ça pour sentir. Non, parce que les techniques sont dures. Non, mais je suis allé voir et j'étais impressionné de voir ne serait-ce que l'ambiance qui règne. Et puis j'ai croisé l'homme que l'on voit sur cette affiche. Ah, il est très impressionnant. Ah non, lui c'est extraordinaire. Pardon, j'ai croisé Jésus. Oui, mais là c'est extraordinaire. J'ai vu Barabbas, j'en ai vu d'autres, mais j'ai croisé en premier Jésus. Ah non, mais je peux vous dire pourquoi. Ouais. Parce qu'à l'époque où nous avons décidé
de le monter, enfin de raconter la vie du Christ, eh bien, je disais à tous mes assistants et à tous mes camarades, il faut chercher que des jeunes comédiens inconnus, il faut chercher tous les apôtres, il faut qu'ils viennent, et on va choisir parmi tous ces jeunes et tout le monde, etc., une troupe formidable. Et quant au Christ, j'ai dit, laissez-le. S'il doit venir, il viendra lui-même. Et il y a un garçon qui s'appelle Jean-Marie Lamour, et ça paraît un paradoxe. Quand on m'a dit c'est Jean-Marie Lamour, il voudrait vous voir. J'ai dit non, ça suffit, c'est trop. J'y crois pas. Au revoir, je veux même pas le voir parce que c'est sûrement un gars qui se fait passer pour... Enfin, Jean-Marie Lamour, c'est trop pour un seul homme. Et alors on m'a dit non, vous avez tort, vous devriez regarder. Le regard. Il est venu, vous savez, il est venu, comme on dit, je suis venu, j'ai vu, j'ai été vaincu, et j'ai trouvé ce regard, une sérénité, une humanité, quelque chose qui m'a... On a vu l'affiche Gilles, hein, on a revu ce Jean-Marie Lamour, qui maintenant s'appelle Jésus. Jésus était son nom. Et c'est lui qui est sur toutes les affiches, mais il est à l'écran, puisque vous savez qu'on raconte notre histoire à la fois sur un immense écran, et à la fois sur la vie en osmose. Eh bien, il est absolument émouvant, extraordinaire, et moi je ne l'ai pas beaucoup interrogé. Il a fait absolument tout comme un parcours, comme s'il avait été... Il était venu, alors on lui a dit salut, et puis il s'est mis en place et il l'a fait. On va en parler de ce spectacle tout à l'heure, on va continuer. Merci. 4 octobre, c'est au Palais des Sports, bien sûr. Oui. Ça n'est pas la première fois que vous travaillez conjointement avec Alain Decaux. Non. On sait que nous allons vers un spectacle de grande qualité. Dites-moi un mot sur Paris. Paris, pour vous, c'est... Je connais Paris par cœur. Par cœur, c'est vrai. Sauf je suis né à Paris. Oui. Je suis né du côté de Clichy. Donc je connais tout Paris, toutes les rues, et il m'est arrivé quelquefois, c'est prétention de le dire, mais de dire, c'est rare, hein, mais un chauffeur de taxi, attention, je crois que c'est là, et c'est comme ça que j'y vais, etc. Parce que j'ai eu tellement l'occasion dans ma vie de trader, vous savez, j'ai fait mes universités un peu dans la rue, pas beaucoup à l'école. Et alors, à cause de ça, j'ai eu le temps de traîner. Et je me suis aperçu que c'est en traînant qu'on fait des rencontres extraordinaires, et puis qu'on apprend tout le superflu qui devient l'essentiel pour finir. Et alors... je me suis baladé, vous pouvez me poser n'importe quel col, si vous voulez, sur Paris. Je connais tous les quartiers de Saint-Michel, où j'habitais, moi, rue de Vaugirard, au début, ou du côté de Monsieur le Prince. Et j'ai un peu habité partout, parce que mes parents avaient beaucoup déménagé. J'allais à l'école communale dans Paris, et j'ai une passion folle pour Paris, parce qu'elle est nostalgie. Parce qu'on a tout à fait la nostalgie. Bercé par la musique aussi de papa. Ah, fabuleuse. Oui, mais lui, c'est autre chose, parce qu'il était on n'était pas très... Mes parents étaient des artistes incomparables, merveilleux, ma mère extraordinaire, toujours en train de me traîner, toujours aujourd'hui d'ailleurs, en me disant mille choses, et qui a la raison, et mon père qui était un compositeur fabuleux. Et comme il se tapait surtout un peu de thé, hein, et puis des yaourts à l'époque, nous tous, et mon père écrivait des symphonies, des concertos fabuleux, et l'eau tombait sur les toits de Paris, parce qu'on habitait tout en haut, et on allait un peu prendre l'eau sur le palier de temps en temps, puis on allait pisser un peu au deuxième étage, parce que c'était pas simple. Et puis, on s'est aperçu d'un truc formidable, c'est qu'en écoutant Paris, la nuit, et la pluie qui tombait sur Paris, les toits, on évoquait en même temps des immenses étendues, des steppes, des tout, à travers la musique de mon père, qu'il composait. Et j'ai erré dans Paris, du Luxembourg aux Tuileries, à travers... On va visiter Paris ce soir, c'est le thème de Sacrée Soirée. Vous allez essayer avec moi de découvrir, de mettre un nom sur l'ombre qui symbolise l'invité mystère de ce soir. Invité mystère, c'est à vous, premier indice. Bonsoir, invité mystère. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes vraiment l'invité mystère de ce soir? Non, je ne suis pas l'invité mystère. Je suis quelqu'un de sa famille. Oula, la voix est vraiment truquée. Vous l'avez remarqué, c'est peut-être d'ailleurs un petit peu fort. Vous êtes... Oui, on dirait un dessin animé. Donc vous n'êtes pas l'invité mystère, vous êtes quelqu'un de sa famille. On peut peut-être voir la photo de l'invité mystère enfant, ça pourrait peut-être nous aider. Ah bah oui, forcément. Robert, facile. Première indication, peut-être que vous faites. Première indication pour permettre de découvrir l'invité mystère. On va se retourner vers le conservateur en chef du musée d'Orsay, Henri Le Hérette, qui nous parle du membre de votre famille. Écoutez-le. Je me trouve dans le bureau de l'invité mystère. Il est surtout connu comme ingénieur, mais c'est comme entrepreneur que son nom est également connu dans le monde entier, puisqu'il a construit aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Extrême-Orient. Bien. C'est très court, très simple. C'est important, Robert, le mérite d'être très clair. Ne dites rien, vous avez une petite idée ou pas, non? Non, non, pas du tout. Non, d'accord. S'il vous plaît, cher membre de la famille de l'invité mystère, voulez-vous me donner la première date qui vous paraît importante? Alors c'est 15, 12, 32. 15, 12, 32. Nous allons, puisque l'équipe est arrivée maintenant, aller dans un autre côté de coin de Paris que vous connaissez parfaitement, qui est la place du Tertre. Renoir, Corot, Toulouse-Lautrec, Modigliani, j'en oublie, enfin tous. Ils sont tous passés là. Comment? Où?
sur la place du Théâtre, à Montmartre, bien entendu. Évidemment. Ils sont tous passés là, U-Trio. Et là, vous allez voir qu'une personne va nous faire découvrir cette place le temps d'une chanson. Et quelle chanson? Elle s'appelle Paris. Voici Marc Lavoine. Marc Lavoine à Paris. Je marche dans tes rues qui me marchent sur les pieds, je bois dans tes cafés. Je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop, je rêve dans tes bistrots. Je m'assois sur tes bancs, je regarde tes monuments, je trinque à la santé de tes amants. Je laisse couler ta scène sous tes ponts, ta rengaine, toujours après la peine. Je pleure dans tes taxis quand tu brilles sous la pluie, ce que t'es belle en pleine nuit. Je pisse dans tes caniveaux, c'est de la faute à Hugo, je picole en argot. Je dors dans tes hôtels, j'adore ta tour Eiffel, au moins elle est fidèle. Quand je te quitte un peu loin, tu ressembles au chagrin, ça me fait un mal de chien. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, boulevard des bouleversés, Paris tu m'as renversé, Paris tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, Paris, Paris, tenu, Paris, Paris, perdu, Paris, tu m'as laissé sur ton pavé. Je me réveille dans tes bras, sur tes quais, y a de la joie et des loups dans tes bois. Je me glisse dans tes cinés, je me perds dans ton quartier, je m'y retrouverai jamais. Je nage au fil de tes gares et mon regard s'égare, je vois passer des cafards sur tes bars. Je m'accroche au réverbère, tes pigeons manquent pas d'air et moi, de quoi j'ai l'air. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, boulevard des bouleversés, Paris tu m'as renversé, Paris tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, Paris, Paris, tenu, Paris, Paris, perdu, Paris tu m'as laissé sur ton pavé. Dans tes rues, qui me marchent sur les pieds, je bois dans tes cafés. Je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop, je rêve dans tes bistrots. C'est vrai qu'on parlait de nostalgie avec Robert. C'est vrai que Paris est nostalgique. Ce spectacle que vous irez voir à partir du 4 octobre au Palais des Sports, Jésus était son nom, c'est une véritable osmose, on en parlait, entre le cinéma et le théâtre. C'est pas du cinéma, c'est pas du théâtre, c'est une osmose unique, ça se raconte pas, hein, entre le cinéma et le théâtre. Je voudrais qu'on dise un petit mot quand même. On a eu le plaisir de déjeuner ensemble la semaine dernière pour préparer cette émission, Robert. Ouais. Pendant tout le repas, vous m'avez parlé de vos parents. Parce que je les admire beaucoup, je leur dois beaucoup. De votre papa musicien. Qui hélas n'est plus. Qui hélas n'est plus. Qui a travaillé avec vous, puisqu'il a écrit quelques musiques de films. Beaucoup de films formidables, mais il écrivait aussi des grandes musiques symphoniques, classiques, et j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour lui, et je regrette qu'il ne soit pas là, quoi. Et quant à ma mère, elle doit me regarder, m'entendre, russe. Elle vit les événements en ce moment avec une force sans doute. Je la salue, je l'embrasse, même si je ne suis pas toujours le fils idéal que je devrais être. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de faire
à nouveau danser quelques notes composées par Hossein le père. Vous voulez bien? Ah ouais, formidable. Alors, on a choisi une musique de film. Ça, c'est sympa. Ouais. On a choisi une musique de film, tiens, Rasputin, ça serait peut-être pas mal. Si vous voulez. Et on a demandé à un des plus beaux violons que vous connaissez de jouer la musique d'André Hossein, Paul Toscano. Ah, c'est sympa, ouais. Écoutez et regardez, musique d'André Hossein. Il est là, Merci. Paul. Musique d'André Hossein, c'était Rasputin avec Paul Toscano et les musiciens, bien entendu. Ah, venez, venez, venez. Vous allez, il paraît qu'on ne va pas faillir à la tradition, venez. Ah, on va prendre un petit verre de vodka. Un petit verre de vodka, bon, si vous voulez bien. Alors, comment ça se passe en principe lorsqu'on va dans un cabaret russe et que Paul est en train de... arrive avec son violon, c'est à quel endroit? Venez, voilà, le maître d'hôtel du Jules Verne est en train de vous apporter ce qu'il faut. Et la tradition, c'est qu'on boive tout cul sec et qu'on Oui, on teste le verre. balance, ouais. On balance. Mais attention, Non, parce que mais si on alors, balance le verre... Ah, bis, oh, madame des piottes. Ah, les vaches. Ah, bis, madame des piottes. Ah, bis, oh, madame des piottes, ça vient de Les salauds, il Ah, est bis, énorme. madame des piottes. Ah, bis, oh, madame des piottes, ça vient de Ah, bis, madame des piottes. Tu le casses. Tu le casses. Si, on va le casser, on va le casser. Pierre, si tu casses la vitre, ça fait des pressions, on va passer au rez-de-chaussée. Allez, attention. Jacques, C'est bien. Jean-Pierre Pitrossi. Oui, c'est ça, Jean-Pierre. Ça étonnera, mais je ne vais pas continuer. Ah, pas gagné vide. J'en dis tout d'accord. Je peux pas. Спасибо, я старинца. А, счастье не пьется. C'est pour vous. Здоровье. Merci mille fois. Merci mille fois. Eh bien, je vous remercie beaucoup, mon cher Paul Toscano, d'être venu ici. C'est une catastrophe, hein. C'est la première fois que je bois autant. Oui. En plein pendant une émission à 9h23. Pour Je sais me pas si donner j'aurais- du courage, je m'étais tapé un petit scotch avant. Alors maintenant, avec la vodka, vous allez voir, je vais pas redescendre, je vais passer la nuit ici. Mais il vaut mieux, soyons Oui. prudents. On est... Je parlerai d'un livre qui s'appelle Robert Hossein, le diable boiteux. Ça commence. Le diable boiteux dans un instant. Pourquoi? Parce que c'est le premier film, bien entendu. Non, Sacha Guitry, quand j'ai commencé, je devais avoir, je sais pas, 15 ans ou 16 ans ou 17 ans. Et puis alors, Sacha Guitry m'avait fait jouer dans Le Diable boiteux. Ouais. Et j'ai terminé ma carrière, si j'ose dire, cinématographique avec La Marquise des Anges, où je boitais. Donc, c'est fini, la boucle est bouclée. Le 4 octobre
porte de Versailles, à Paris, un spectacle de Robert Hossein, adaptation d'Alain Decaux de l'Académie française. Jésus était son nom. Il y a quelques années de cela, un monsieur qui s'appelait Fulgence Bienvenu a une idée complètement saugrenue. Il a fait un trou dans Paris, un grand trou. Bien au fond, il a creusé des galeries, il a mis des voies ferrées et il a inventé le métro. Et ce métro est à l'honneur ce soir. Nous avons choisi une des plus belles stations qui soit, de par son aspect intérieur et extérieur, vous allez le voir. C'est le métro Dauphine et c'est Sarah Mandiano qui chante « J'ai des doutes ». Sarah Mandiano, révélation de l'été. J'ai des doutes quand tu me dis que tu m'aimes plus qu'avant. J'ai des doutes sur le cimetière des éléphants. J'ai des doutes en ce qui concerne les insectes. J'ai des doutes qu'ils soient tous secrètes. J'ai des doutes quand je défais les mailles de ton pull. J'ai des doutes, alors je les refais une à une. J'ai des doutes, où est-ce le cri perçant des mouettes? J'ai des doutes, j'ai la conviction qu'elle nous guette. J'ai des doutes, je m'envole avec tes plumes d'Indien. J'ai des doutes sur le gémissement des crevettes. J'ai des doutes, j'ai la conviction qu'elle nous guette. Sarah Mandiano, merci. Suite de Sacrée Soirée, le point central de l'émission ce soir, c'est la Tour Eiffel, où nous sommes. Coucou, est-ce que vous m'apercevez? Voilà, je suis là, toujours à l'abri des intempéries. Face à moi, c'est-à-dire juste là-bas, je vois l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées qui descendent. La place de la Concorde que nous verrons tout à l'heure avec les ballets de Reda. Pas très loin, on passe devant l'Olympia. Tiens, peut-être aurons-nous l'occasion d'en parler, de l'Olympia, de faire un petit coucou à Pierre Palmade. Et à côté, le Palais Garnier, l'Opéra. Et sur les marches de l'Opéra, celui qui, quelques instants plus tard, viendra me rejoindre ici, Roch Voisine. Voici Roch Voisine à l'Opéra Garnier, à Paris, pour Sacrée Soirée. The clouds have cornered my life again. The horizon has blinded my sight again.
And I know I must be strong, carrying on alone. Whenever my dreams of storm till morning, you were there, an angel, a blessing. No, I cannot see you smile, and I'm defenseless like a child. And I've been waiting, and I've been crying, and I've been loving you. You were the one I wanted to live for. You were my life, how could I ever ask for more? Still my mind went on believing that you never would be leaving. And I've been waiting, and I've been crying, and I've been loving you. En exclusivité pour Sacrée Soirée, le nouveau 45 tours de Rock Voisine Racing, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Paris sous la direction de Christophe Guillot, un extrait de son album. C'est très très beau, c'est très très beau. À l'intérieur, bien sûr, du Palais Garnier, il va se passer plein de choses et la saison va commencer les 28 et 29 septembre, puisque l'occasion m'en est donnée, je vous donne les dates. Un week-end consacré à Mozart avec l'orchestre du XVIIIe siècle, dirigé par Franz Bruggen à des heures inhabituelles, le samedi à 17h, 20h30 et 23h, et le samedi à 11h30 du matin et à 17h. Je vous reparlerai bien sûr du Palais Garnier, de l'opéra devant lequel Rock Voisine a chanté, il devrait en principe pas tarder à nous rejoindre, mais la Tour Eiffel. Comment ça fonctionne? Comment ça marche? L'immense machinerie qui permet aux artistes, aux invités, aux visiteurs que vous êtes ou que vous avez été ou que vous serez de venir jusqu'à nous. Regardez, c'est assez impressionnant. Pour aller, par exemple, jusqu'au 2e étage, il y a 3 ascenseurs. Il y a les 4 piliers traditionnels, bien entendu, de la tour, qui lui permettent de tenir debout. Hein. Il y a 3 ascenseurs. 2 ascenseurs qui datent du début de l'inauguration de 1900, qui ont pris le relais des ascenseurs de chantier pour la construction de cette tour. Et ces ascenseurs sont à système hydraulique. Il y a un ascenseur électrique de 1965 de 400 chevaux. Alors comment ça marche? Il y a de gros contrepoids, vous allez le voir, qui envoient de l'eau sous pression dans un immense cylindre, ce qui pousse le piston qui envoie alors le chariot, et ce chariot tire sur un câble, tout simplement, qui monte au 2e grâce aux poulies qui permettent de faire glisser la cabine. Et vous voyez, tout est pratiquement en l'état depuis, sauf quelques modifications pour certains, depuis l'inauguration de la Tour Eiffel. Je vous donne quelques chiffres impressionnants. L'an dernier, le 17 août, 34 000 personnes dans la journée sont venues visiter le monument le plus célèbre de la capitale. En 1990, vous avez été 5 600 000 à visiter la Tour Eiffel. Et pour aller tout en haut, au 3e étage, là où se trouvent la radio et la télévision,
mais il y a 2 couples d'ascenseurs qui sont électrifiés depuis quelques années et qui permettent aux techniciens de TDF d'assurer, bien entendu, les liaisons. Car si ce soir, vous me recevez en partie chez vous ou dans la région parisienne, c'est parce que la Tour Eiffel est là, c'est parce que la Tour Eiffel sert de relais. Tout ça pour vous dire que Roch Voisine vient d'arriver. Et comment fait-il? Bonsoir Roch, tout va bien? Très vite, mais suffisamment pour pouvoir nous parler de Paris. Alors merci d'être venu, Roch Voisine, merci. Ce soir à Sacrée Soirée. D'abord, le cadeau fait par Roch Voisine est magnifique. Cet extrait de l'album, ce nouveau 45 tours, avec l'Orchestre de Paris, devant un site prestigieux qui est le Palais Garnier. Ouais. Quand on n'habite pas la France, quand on habite comme ça chez nos lointains cousins québécois ou canadiens, et qu'on rêve, qu'on pense à Paris, est-ce que les rêves ressemblent à la réalité, Roch, ou pas? Toi qui as fait les deux. Moi qui ai fait les deux. Écoutez, chez nous, la France, bon, premièrement, c'est l'histoire, hein, parce qu'on vient tous d'ici ou presque, forcément. C'est des cartes postales. Mais j'avoue que quand on arrive à Paris pour la première fois, ça coupe le souffle. Parce que là, c'est vrai. On a toute cette magnitude, on a toute cette grandeur qu'on n'a pas sur des photos ou des trucs comme ça. Est-ce que c'est plus beau que beau? C'est-à-dire, est-ce qu'on pouvait imaginer que ce fût encore plus beau, Paris? C'est difficile à dire parce qu'on ne peut pas s'imaginer tant qu'on n'a pas vu. Ouais. Ouais. Alors, bon, je sais bien qu'il est difficile pour quelqu'un comme Roch Voisine d'aller manger par exemple une pizza à un coin de rue sur les Champs-Élysées ou pour une autre vedette de la variété, mais est-ce que on a encore le temps, est-ce que tu as encore l'opportunité ou pas de flâner, de sentir Paris, de découvrir cette ville, ou est-ce que c'est de plus en plus compliqué? Ben, ça devient un petit peu compliqué, quoique Paris, à travers une voiture, à travers une vitre de voiture, c'est quand même bien. Ouais. Hein, on peut quand même se balader, et puis on passe souvent devant le même endroit, donc je deviens quand même assez familier avec les alentours de la Tour Eiffel, par exemple, ou la place de l'Étoile, des trucs. La Tour Eiffel, c'est pas la première fois ce soir, quand même pas, non? Non, je suis venu quelques fois visiter. Et manger ici aussi. Manger ici aussi, c'est très bien. Bien entendu. Alors, Roch Voisine, tiens, je vous montre, en avant-première là aussi, décidément ce soir, c'est la soirée des avant-premières, l'affiche du spectacle, c'est l'émotion. L'émotion, ça veut dire plein de choses, l'émotion. C'est vraiment l'émotion, Roch Voisine? C'est très spécial, quoi. Ça fait déjà 3 tournées, 2 toutes petites et une vraie tournée que je fais en France. Et puis à chaque fois, c'est toujours de mieux en mieux. Le public répond toujours de mieux en mieux. Il y a une atmosphère. Il y a eu une atmosphère l'an passé pendant la tournée, spécialement à Bercy. Et puis on va refaire, de toute façon. Bercy. 5, 6, notez bien, mesdemoiselles, messieurs. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 février 92, c'est Bercy. Et le reste du temps, pratiquement chez vous. Comment peut-on faire lorsqu'on a ton âge ou votre âge, monsieur Roch Voisine, pour savoir que dans les 2 ou 3 ans qui viennent, tout est occupé, toutes les journées sont occupées à travailler, à aller d'une salle de spectacle à une autre vers son public? Ben, j'avoue que dans ce métier, c'est quand même assez sécurisant de savoir qu'on va avoir du travail dans un an, parce que je suis quand même très conscient qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne peuvent pas se vanter de pouvoir dire, bon, ben moi, je suis à peu près sûr d'avoir du travail dans 2 ans, donc je suis très reconnaissant. Mais la vie dans tout ça, il faut prendre le temps de vivre, de respirer. Oui, mais il y a toujours le temps pour les vacances. C'est quand même assez facile de prendre des vacances. On peut prendre des vacances à pied levé. On peut décider un jour, bon, ben, j'ai 1 semaine, j'ai 10 jours, j'ai 2 semaines. On peut partir en vacances beaucoup plus facilement qu'on peut chercher du travail. Sans attendre les dates officielles. Les dernières vacances, c'était où, quand, comment, avec qui? Je veux tout savoir. C'est clair et net, non? Bon, mais je vais vous en dire quand même un peu. J'étais au Canada tout l'été. Je suis allé à la maison, au Nouveau-Brunswick. J'ai fait un peu de ski nautique, j'ai joué du golf, je me suis fait bronzer, j'ai revu toute la parenté. T'as battu un arbre ou 2. Moi, quand je pense au Canada, je pense toujours à un bûcheron qui abat un arbre, non? Ah non, quand même, il n'y a pas que ça. Non, c'est pas un de mes sports favoris là-bas, pas du tout. Merci beaucoup, cher Roch Voisine. Ça m'a fait plaisir. On ira applaudir Roch Voisine partout chez vous, puisqu'il vient, quoi qu'il arrive chez vous. Et notez bien les dates des concerts à Bercy, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Je ne sais pas ce qui fait le 10, c'est un mystère. Février. Mais il faut se reposer, il faut se reposer. Prendre l'âge. Une chanson avec un monsieur que tout le monde connaît, un monsieur que Roch Voisine connaît, un monsieur pour qui Paris a été un moment essentiel, important de sa vie, puisque Paris l'a pris dans ses bras. Et ce soir, Enrico, sur la Tour Eiffel, a décidé de rechanter pour vous cette chanson, Toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Enrico Macias, juste en dessous là.
J'allais le long des rues comme un enfant perdu. J'étais seul, j'avais froid. Toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Je ne la reverrai pas, la fille qui m'a souri. Elle s'est seulement retournée, voilà. Mais dans tes yeux j'ai compris que dans la ville de pierre, où l'on se sent étranger, il y a toujours du bonheur dans l'air pour ceux qui veulent s'aimer. Et le cœur de la ville a battu sous mes pas, de Paris à Belleville, toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Le long des Champs-Élysées, les lumières clignaient de l'œil. Quand j'ai croisé les terrasses des cafés, elles m'ont tendu leur fauteuil. Saint-Germain m'a dit bonjour, rue Saint-Benoît, rue du Four. J'ai fait danser pendant toute la nuit les filles les plus jolies. Au petit matin blême, devant le dernier crème, j'ai fermé mes yeux là. Toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Sur les quais de l'île Saint-Louis, des pêcheurs, des amoureux, je les enviais, mais la Seine m'a dit, viens donc t'asseoir avec eux. Je le sais aujourd'hui, nous sommes deux amis. Merci du fond de moi, toi Paris, je suis bien dans tes bras. 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 Enrico Macias, Enrico, toi Paris, je suis bien dans tes bras. Enrico qui va nous rejoindre dans quelques instants, qui va nous parler chansons et comédie, puisque Enrico va aller vers le théâtre. Et le cinéma, Roch Voisine, il y a un petit projet ou pas ? Il y a des projets quand même très sérieux. Très sérieux. Il y a, bon, j'ai passé mes vacances à lire pas mal de scénarios. J'en ai gardé un. Il y en a un qui m'a intéressé un peu plus. C'est une production britannique. C'est un téléfilm qui sera tourné à Hollywood. Donc, il va se décider très prochainement. C'était une question de journée. Et puis, il y a 2 jours, on m'a proposé un autre. C'est encore un métier différent, ça, parce que c'est pas la même chose. Est-ce qu'il est indispensable dans ce qu'on fait ce métier de la variété, de la chanson, d'essayer d'aller vers autre chose? Mais c'est bien, c'est la beauté de ce métier, c'est de faire un truc. Par exemple, moi, je fais de la musique, la scène et tout, et puis de pouvoir dégager sur autre chose, faire autre chose après. Alors, donc voilà, un téléfilm. Dans quel emploi? Je veux dire, quel jeune premier? C'est flic. Flic? Ah oui, vous imaginez, le premier, le téléfilm, je serais un flic. Un flic assez spécial. Et puis, dans le deuxième qu'on m'a proposé il y a 2 jours, qui sera aussi tourné à Hollywood, c'est une production italienne, je serai un journaliste. Donc c'est bien. Donc un chanteur, flic, journaliste, voilà, cumulard quoi, honteusement cumulard, en train de prendre la place de tout le monde. Merci non, en tout cas. Bien. Est-ce que, alors, allons jusqu'au bout, le théâtre alors aussi ou pas plus tard? Est-ce que ça fait partie des envies? Parce qu'il y a eu la télé au départ, il y a eu le sport, il y a eu la télé, il y a eu la chanson, maintenant le cinéma. Le cinéma, pourquoi pas peut-être un peu plus tard, parce que là, en parlant d'horaire, là c'est quand même assez chargé. Mais ce serait peut-être bien. Merci en tout cas, Roch. Ça me fait plaisir. Roch Voisine qu'on va retrouver tout à l'heure pour une deuxième chanson, bien entendu. Roch Voisine, l'émotion, ce soir à Sacrée Soirée. Et puis l'avenir avec Didier Derlich. Où êtes-vous, mon cher Didier? Quelque part dans Paris, je crois que vous êtes en bas, là, c'est ça, Didier? Coucou. Oui, mon camarade. Allô? Eh bien, Jean-Pierre, c'est original ce soir de vous présenter la météo astrologique de votre signe en direct sur le pont Alexandre III. On commence ce soir par les bonnes nouvelles. Quel sera le signe vedette cette semaine? Ce sont les taureaux.
Les taureaux avec une météo excellente sur le plan affectif, excellente sur la vitalité et surtout sur le plan professionnel. Nos amis taureaux vont démarrer un nouveau cycle. Les contrats, les négociations, les grandes signatures, c'est parti pour vous. Tous les atouts sont de votre côté. Alors, une mauvaise nouvelle, un signe faible pour les 8 jours à venir, il s'agit de nos amis les lions. Et il est vrai que les lions, cette semaine, ont peu de chance. Des éclairs, des nuages et encore des nuages sur le plan affectif, nuages sur la vitalité, nuages sur le plan professionnel. C'est vrai que les lions sont littéralement débordés et ils n'arrivent pas à mener à terme toutes leurs responsabilités ou toutes les tâches qui leur sont confiées. Alors, patience, calme et persévérance. Maintenant, la suite du zodiaque pour les 8 jours à venir. Que va-t-il vous arriver? Nos amis béliers, du soleil sur l'amour, un nuage sur la vitalité, mais du soleil surtout sur le plan professionnel. Tous nos amis béliers qui étaient impatients de savoir sur leurs projets, leurs idées allaient enfin être retenus, eh bien cette semaine c'est bon, vous allez pouvoir être couronnés par le succès. Comme rock. Les taureaux, on en a parlé, les gémeaux. Les gémeaux, eh bien encore beaucoup de nuages cette semaine. Nuages sur l'amour, nuages sur la vitalité, nuages sur le plan professionnel. C'est vrai que nos amis gémeaux, vous allez être obligés de faire le point, de prendre le temps de réfléchir avant de décider et de vous lancer dans de nouvelles directions. Nos amis les cancers du soleil sur l'amour, du soleil sur la santé, un nuage sur le travail, ce sont vos amours qui sont à l'honneur. Et si vous êtes cancer, encore célibataire, attendez-vous à de belles surprises en début de semaine prochaine. Les lions, on en a parlé, les vierges maintenant. Les vierges, soleil et nuages un petit peu sur l'amour. C'est vrai que vous ne savez pas trop, vous êtes un petit peu indécis et c'est le tumulte. Du soleil sur la vitalité et surtout du soleil sur l'avenir professionnel. C'est vrai que toutes les transactions et négociations d'argent pour nos amis les vierges sont très très favorisées dans les 8 jours à venir. Vite, il va pleuvoir. On continue le zodiaque avec la balance, soleil sur l'amour, nuage sur le plan de la vitalité et soleil sur les affaires. C'est vrai que la balance, on commence votre période anniversaire. Protégez-vous, attention au commérage, attention à la jalousie et surtout sachez saisir votre chance, sachez nous montrer de quoi vous êtes capable. Les scorpions, des éclairs, des nuages, et puis rien sur le plan professionnel, car les scorpions, vous allez trop vite. Résultat, des retards, des obstacles, des oppositions, vous avez du mal à mener à terme tout ce que vous avez en tête. Sagittaire, et oui Jean-Pierre, des nuages sur vous sur le plan affectif, soleil sur le plan de la vitalité, nuages sur le plan professionnel. Nos amis Sagittaires se posent actuellement énormément de questions, et ils ont du mal peut-être à s'organiser comme ils le souhaitent. Sur le plan affectif, surtout, il y aura quelques tumultes, quelques conflits avec leurs amis et en famille. Les Capricornes, il y a du soleil, surtout sur le plan affectif, des nuages, des éclairs sur le plan professionnel. Votre vie affective pourrait vous jouer des tours parce qu'elle prendra le dessus sur votre vie professionnelle. Les Verseaux, de l'imagination, de l'intuition. Cela vous permet d'avoir du soleil sur le plan professionnel, quelques éclairs dans vos relations avec vos amis. On termine avec les Poissons, soleil partout. Vous allez enfin changer d'idée, changer de tête, changer de contexte. Peut-être même certains natifs auront envie de déménager. C'est le moment ou jamais d'agir. Voilà Jean-Pierre, à la semaine prochaine pour une autre météo. Oui, bon. On ne peut pas dire que je sois personnellement très satisfait de ce que vous avez dit sur moi, mon cher Didier. En revanche, Roch Voisy est moi, très je satisfait. suis très satisfait. En tant que bélier. Ouais. Roch qui va d'ailleurs aller vous rejoindre sur le pont Alexandre III pour chanter dans quelques instants la deuxième chanson. On va aller dans un autre quartier de Paris, magique, mythique, mystérieux, qui s'appelle Saint-Germain-des-Prés, dans une place superbe qui s'appelle la place Fürstenberg. Sur cette place Fürstenberg, une chanteuse que vous connaissez, qui est à Bobino depuis le 17 septembre. Elle y sera jusqu'au 28. Mais comme on ne peut pas pousser les murs et puis occuper trop l'endroit, eh bien après Bobino, puisqu'un autre spectacle suit, elle ira ailleurs, tout simplement pour vous faire plaisir, car vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir l'applaudir. Donc le 25 novembre, elle va chanter au Folies Bergères. Les 27 et 28 novembre, elle va chanter au Casino de Paris. Et comme elle ne pourra pas rester au Casino de Paris, le 30, elle sera au Théâtre des Champs-Élysées. Mais ce soir, elle est pour vous à Paris, à Saint-Germain-des-Prés. Voici Liane Folly et elle chante « Va savoir ». Va savoir, c'est peut-être ça l'amour. Une lettre froissée, un disque rayé qui tournera encore pendant des années. Même s'il est usé,
c'est peut-être ça la vie. Battement de secondes, minutes de plaisir et des heures encore à s'appartenir. Même si le temps gronde et si le hasard un jour nous sépare, faudra surtout pas lui en vouloir. Même quand tout va bien, pourquoi toujours penser à demain? Allez, viens. Va savoir, c'est peut-être notre histoire. Si je pleure, c'est pour rire, juste pour te dire que tu m'as laissé comme un goût de miel. Merci beaucoup. Place Fürstenberg, c'était Liane Folly qui chantait Va savoir. Enrico nous a rejoint, Robert Hossein également. C'est gentil en tout cas Enrico d'avoir chanté cette chanson. C'est vrai, c'est une vraie chanson symbole. Toi Paris qui m'a pris dans tes bras. D'ailleurs, à chaque spectacle, je commence, quand je fais Paris, justement, je commence par cette chanson-là. Donc ça tombait bien ce soir. Alors je posais la question à Rock Voisine de savoir ce que représentait pour lui Paris. Mais toi, loin du continent, qu'est-ce que c'était Paris? C'était... Paris, pour moi, c'était, quand je suis arrivé pour la première fois, bon, on connaît dans quelles conditions, on ne va pas recommencer à en parler, mais enfin, bon, tout le monde le sait. Pour moi, c'était une ville écrasante. Par rapport à Constantine, c'était un géant pour moi, c'était monstrueux. Et puis après, je me suis habitué à Paris, petit à petit, et puis j'ai pris le goût de Paris comme tous les poètes. Et un jour, j'ai rencontré Jean Peignet, et je ne savais pas qu'il écrivait des chansons. Il m'avait fait Il était européen à l'époque. Il était Europe numéro 1. Il m'avait fait écouter une chanson qu'il avait écrite pour Charles Aznavour. Et je lui demandais qui avait fait le texte. Et il me dit, c'est moi. Alors Jean Peignet, je lui dis quand même, tu écris bien. Justement, aujourd'hui, je viens d'écrire une musique. C'était la musique de Paris, tu m'as pris dans tes bras. J'aimerais que tu m'écrives un texte sur Paris. Et voilà comment je voudrais que tu le fasses. Comme si Paris m'avait accueilli, m'avait protégé, m'avait pris dans ses bras, quoi. Et lui, il m'a trouvé, toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras, voilà. Paris mangeuse d'hommes, Paris qui fait peur, Paris accueillante aussi. Est-ce que maintenant, avec le recul, on se rend compte que Paris est une véritable ville qui ouvre ses bras à tout le monde, ou pas? Ou est-ce que Paris choisit? Avec tout ce qui se passe en ce moment, tu veux me faire dire des choses. Voilà, moi, je voudrais que ça reste une tradition et que ça reste un exemple comme ça pour que ceux qui s'égarent se rappelle que Paris a toujours pris dans les bras les étrangers. Robert? Le lien du sang. Oui, en fait, vos valises, tu peux parler, hein, Robert. Oui, mais faites toutes vos valises et tirez-vous. C'est ça. Bien. Robert, en principe, il faut être très prudent. Robert a bu ce soir un verre de vodka. Non,
Non, non, Un attends. scotch, je bois Comment? Alors, Robert a bu un scotch parce qu'il avait peur de monter au 2e étage de la Tour Eiffel. Vous êtes lié par les liens de De la l'alcool. vodka. de la vodka. Moi, j'ai bu un verre de vodka pendant Sacrée Soirée, ce qui m'arrive jamais. Tu es le seul homme à l'esprit clair ce soir ici à Sacrée Soirée. Mais on va pas me tarder à me donner une anisette. Hein. Ça ne devrait pas tarder. Deuxième indication pour vous permettre de découvrir, vous deux, et vous qui nous regardez, l'identité de l'invité mystère. Invité mystère, rebonsoir. Tout va bien? Très bien, Vous ne vous ennuyez pas trop sans nous? ça va très bien. Je répète que vous faites partie de la famille en réalité de l'invité mystère qui n'est pas là ce soir. Et pour nous permettre de découvrir l'invité mystère, nous avons comme ça pris de ci de là quelques cartes postales qui vont nous faire penser, et vous faire penser surtout messieurs, à une exposition universelle ô combien célèbre. Regardez. Voilà, donc en principe, vous devriez être sur la voie. Quelle est la deuxième date importante de cette personne illustre de votre famille, s'il vous plaît? Alors c'est 15 08 55. 15 08 55, notez bien, 15 08 55. Merci beaucoup. À tout à l'heure, vous serez parmi nous et vous nous parlerez un petit peu de cette personne très 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 célèbre qui est l'invité mystère de ce soir. Avec Rock Voisine, on parlait cinéma. Tout à l'heure, on parlait cinéma, théâtre et l'osmose entre les deux avec Robert Hossein et son spectacle Jésus. Mais là, le théâtre, Enrico, c'est pour bientôt. Dans un an, c'est ça? C'est dans un an, oui, mais c'est très vite. Hein. Dans un an, ça arrive c'est demain, quoi, parce qu'il faut préparer tout ça. C'est vrai que c'est un virage important dans ma carrière, et c'est l'osmose entre le musical et le théâtre. Certains l'ont fait avant moi, Serge Lama, Annie Cordy, puis il y a beaucoup de gens comme Fernandel et Jean Gabin qui viennent du musical et tout ça, alors c'est ce qui me rassure. Et puis ce qui me rassure le plus, c'est, on en discutait avec Robert Hossein tout à l'heure, et il m'a vraiment donné beaucoup d'encouragement, et je peux dire que maintenant, j'ai vraiment confiance. Est-ce que ça fait pas peur? Parce que c'est vraiment une discipline très différente que celle du musical. C'est totalement différent, mais Robert, moi j'aime prendre des risques. Ouais. Mais Enrico, c'est un homme généreux qui a beaucoup de cœur, et à partir du moment où il a une bonne pièce et un bon metteur en scène, et il m'a dit le nom du metteur en scène, qui est un monsieur qui est très talentueux comme comédien, comme metteur en scène, c'est Jean-Luc Moreau. Jean-Luc Moreau, oui. Moreau, et j'ai l'impression qu'il a totalement raison. À partir du moment où vous avez affaire à quelqu'un de très généreux et très sensible, si la pièce est bonne et le personnage intéressant, je vois pas très bien. Est-ce qu'un an avant, déjà, tu commences à te tremper dans le texte de cette comédie ou pas? Là, pour le moment, j'ai un dérivatif, je viens de sortir un nouvel album. Alors, donc, Mesdames, messieurs, que voici. Bon, non, mais je n'ai pas fait ça pour ça. Pas du tout, mais regardez. Enrico Macias, félicitations. Tiens, prends ma place, c'est le seul à pas avoir bu. Donc, présente-nous le nouvel album d'Enrico Macias. Enrico Macias vient de sortir un nouvel album avec 10 nouvelles chansons. Et je vous assure que c'est un très bon disque. Et je suis bien placé pour le savoir. Hein. Donc alors, indépendamment de cette activité très précise, qui est cet album qui s'appelle tout simplement Enrico au titre générique, tu travailles déjà quand même le théâtre. Je travaille déjà le théâtre. Dominique Villard a eu l'idée de me faire faire du théâtre. Maintenant, on a choisi la pièce. On a été tous emballés par cette pièce qui va s'intituler Pourquoi pas moi. On a le metteur en scène, on vient d'en parler, Jean-Luc Moreau. Et puis, on est en train de travailler sur la distribution. Et puis moi, je travaille déjà le texte, croyez-moi. Enrico qui viendra, bien sûr, présenter une de ses chansons prochainement à Sacrée Soirée avec Ginny Galland, je crois. Oui, exact. Un amour, une amie. On va partir maintenant pour un endroit que vous connaissez, que tout le monde connaît, qui s'appelle la place de la Concorde. Alors, certes, cette place de la Concorde est surtout célèbre pour nous, pour vous, depuis 1836, depuis le jour où on a érigé cet obélisque de 23 mètres de haut. Mais avant l'obélisque sur la place de la Concorde, pendant les années de la Révolution, mon cher Robert, il y avait bien entendu un autre monument qui était nettement moins sympathique. C'était bien entendu la guillotine. Eh bien, 2498 personnes ont perdu la tête sur cette place de la Concorde, parmi lesquelles Louis XVI, Marie-Antoinette, Charlotte Corday, Danton, Robespierre, Philippe Égalité. Oublions tout cela. Maintenant, découvrons la Concorde de 1991 avec un superbe tango et les ballets de Reda. Sur la Concorde, les ballets de Reda.
beaucoup. Toujours en direct de la Tour Eiffel. Grâce à Sacrée Soirée, ce soir, vous visitez Paris. Je le reconnais, c'est vrai, parfois un peu superficiellement, parfois un peu rapidement, mais quand même, vous voyez Paris sous des aspects un petit peu différents. Le pont sur lequel nous allons maintenant est un des symboles de la Belle Époque. Il fut inauguré par Émile Loubet en même temps que l'exposition universelle. Et sur ce pont, Alexandre III nous attend Rock Voisine, avec un service d'ordre conséquent. Rock Voisine qui chante Waiting. Rock Voisine, pont Alexandre III, c'est juste derrière vous, en bas de chez nous. Dans la mienne, vu tes allures un peu mondaines et tes manières à l'ancienne qui s'étalaient, qui tu es. Dans ta ville américaine, je ne suis, darling, plus le même. T'auras tout fait pour me plaire. Tu fais monter les enchères. Dis-moi, darling, où ça nous met? Pourquoi tant de mise en scène? Et pourquoi jouent les sirènes? Dis, darling, c'est pas la peine. Dans ta ville américaine, tu m'as mise en quarantaine. Je ne suis, darling, plus le même. Je pensais bien tout savoir sur l'amour et ses rengaines, et je me croyais tellement sûr de moi. Ces yeux-là que tu promènes sur moi comme des gestes obscènes, tu le vois bien, darling, tu me gênes. Sur ta photo un peu blême, je nous vois en tandem, ta main, darling, dans la mienne. Tes allures un peu mondaines et tes manières à l'ancienne qui s'est allée. Qui tu aimes, qui s'est allé. Si tu m'aimes, qui s'est allé. Qui tu aimes, qui s'est allé. Si tu m'aimes, qui s'est allé. Qui tu aimes, darling. Si tu m'aimes, qui s'est allé. Si tu m'aimes. Merci Rock Voisine, c'était Darling. Non pas Waiting, je dit par erreur tout à l'heure, à cause d'un verre de vodka bu de façon inopportune en compagnie de Robert Hossein. Alors, après Rock Voisine, c'est l'heure d'accueillir l'invité mystère.
Alors certes avec moins de faste et de pompe que traditionnellement lorsque nous sommes dans nos studios, sans grande musique, sans grand escalier, mais quand même, vous allez voir, je vous demande aux quelques personnes qui sont là de l'accueillir. Voici l'arrière petite fille de Gustave Eiffel. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Alors, Amélie Granet, Garotio, c'est bien cela. Vous êtes donc, voulez-vous nous le confirmer? Je suis l'arrière-petite-fille de Gustave Eiffel. De Gustave Eiffel. C'est-à-dire que ma grand-mère était la petite-fille de Gustave Eiffel. Une des petites filles. Une des petites filles de Gustave Eiffel. Combien d'enfants avait-il, Gustave Eiffel? Il avait 5 enfants. 5 enfants. 3 filles et 2 garçons. Grande famille. Alors, si je vous ai demandé de venir ce soir pour représenter donc Gustave Eiffel, votre arrière-grand-père, c'est que, bon, vous avez une certaine passion pour lui, puisque vous avez été son biographe, c'est ça? Vous avez écrit sur ce monsieur. Voilà, j'ai travaillé sur ses archives, sur sa correspondance, et j'ai écrit une biographie. Ouais. Est-ce que dès votre enfance, vous étiez impressionné? Est-ce que, d'une façon générale, si vous voulez, dans la famille, on était impressionné, je vous demandais de parler un petit peu plus près du micro, on était impressionné par cet homme dont le nom était ô combien célèbre, et toujours célèbre? On était impressionné... Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur lui et de mieux le connaître? C'était un personnage très très important. Ouais. Et effectivement, il faisait partie de ma famille, mais je suis née avec Gustave Eiffel dans ma famille. Ouais. Alors, les 3 dates que vous avez retenues. La première, c'est le 15 décembre 32. C'est une date essentielle pour lui et pour nous. C'est sa naissance. Sa naissance, d'accord. La deuxième date, c'est le 15-08-55. Là aussi, c'est important pour lui. Voilà, c'est son diplôme de l'école centrale. Ouais. Pas que ses études n'ont pas été sans mal, je veux dire qu'il n'a pas comme ça les premiers cours ici. Ce qu'il souhaitait faire. Il a fait des études normales. Il est arrivé à Paris pour préparer l'école polytechnique. Oui. Il n'a pas réussi le concours, mais il était admissible, donc il est entré à l'école centrale grâce à son admissibilité à l'école polytechnique. Et ensuite, à l'école centrale, il a choisi comme spécialité la chimie. Ouais. Et non pas, comme on pouvait s'y attendre, la métallurgie, parce qu'à l'époque, un membre de sa famille, son oncle, dirigeait une usine de peinture dans la région et il pensait lui succéder. Mais bon, il y a eu une brouille de famille et donc il n'a pas pu continuer dans cette voie. Grâce à cette brouille de famille, il est devenu le Gustave Eiffel qui est l'objet de l'émission de ce soir. Voilà. Et alors il a été beaucoup poussé par sa mère, qui était un personnage aussi assez particulier, parce que bon, c'était elle était très commerçante. Elle avait fait commerce de la houille dans la région de Dijon, et donc elle avait pu accumuler un petit peu d'argent pour permettre à son fils de faire des études. Et c'est elle après qui lui a conseillé la construction métallique, parce qu'elle sentait que c'était quelque chose qui était en train de se développer énormément et qu'il fallait que Gustave suive la bonne voie. Bien entendu, hein. Et alors petit à petit, il a fondé son entreprise et grâce à ça, donc il a construit petit à petit des choses de plus importantes. Il n'a pas commencé par la Tour Eiffel, Gustave Eiffel. Bien sûr que non. Est-ce que la Tour Eiffel, c'était l'aboutissement un petit peu de sa carrière et de ses rêves? C'est l'aboutissement de sa carrière de constructeur dans le métal. Ouais. D'après vous qui êtes... Chut, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. C'est que respectons la mémoire de M. Eiffel en écoutant ce que dit son arrière-petite-fille. Est-ce que c'était véritablement l'aboutissement de sa carrière d'après lui, la Tour? Est-ce qu'il en parlait depuis tout le temps ou alors est-ce qu'elle s'est présentée comme ça un petit peu par hasard, allais-je dire? Non, ça s'est fait en plusieurs années. C'est-à-dire que le projet a commencé en 1884 chez ces ingénieurs qui ont eu l'idée de cette tour qu'ils ont appelée au départ un pylône de 300 mètres de hauteur. Et ensuite, lui a repris l'idée pour faire un monument commémoratif à l'exposition, enfin à la Révolution, pour l'exposition universelle de 1889. Et donc il y a eu ensuite un concours qu'il a remporté. Et ensuite, les travaux ont commencé, mais il a dû se défendre. D'abord, il a dû faire accepter son projet, et ensuite il a dû... Est-ce que très honnêtement, au départ, vous devez savoir, puisque vous l'avez étudié, est-ce qu'on l'a pas pris un peu pour un fou d'avoir eu l'idée de construire cet immense machin en ferraille au milieu de la capitale? Tout à fait. Et on l'a pris pour un fou. Certainement, on lui a fait... les gens ne pensaient pas que c'était possible que ça tienne. Ouais. Donc, au fait, ça tient?
Non, parce que c'est Robert Hossein qui m'a posé la question. Ça tient, ça tient. Bon, c'est très important. Troisième date que vous avez choisie, qui est aussi une date importante et qui nous concerne, c'est le 31... Le 31 mars 1889. 31-03-89, qui est la date de... C'est l'inauguration de la Tour Eiffel. Oui. Ouais. Gustave Eiffel qui s'est éteint, je crois, à l'âge de 91 ans. 91 ans. Bien. Est-ce que Gustave Eiffel, indépendamment du savant, de l'ingénieur qu'il était aussi, n'ayant pas peur des mots, un homme d'affaires? Tout à fait, oui. C'est vrai? Un très grand homme d'affaires, oui, peut-être. Et un homme de communication aussi, parce qu'il a fallu qu'il convainque tout le monde que son projet était réalisable. Dans la famille, un projet fou, oui, Dans la famille, on attache beaucoup d'importance. Est-ce que vous avez chacun un petit bout de morceau de Tour Eiffel à la maison? Est-ce que c'est impressionnant lorsqu'on est gamin de savoir que Gustave Eiffel faisait partie de cette famille et peut-être que vos parents, vos grands-parents vous accompagnaient jusqu'ici en vous disant, tu sais, c'est grand-père qui a fait ça? Ma grand-mère m'accompagnait, oui. Ouais. Mais il fait partie de notre famille, oui. Vous payez quand vous venez à la Tour Eiffel? Moi, non, mais... Mes frères et sœurs, oui. Tiens, j'ai des billets pour vos frères et sœurs, si ça peut vous intéresser. C'était le petit cadeau que je vais vous faire. En tout cas, un petit clin d'œil. Je vous remercie d'être venu évoquer en quelques mots la mémoire de votre arrière-grand-père. On peut savoir ce qu'il imaginait des gens qui ont tellement décrié cette tour qui a été érigée comme ça en plein Paris. Ils s'en fichaient ou pas? Il s'en fichait pas parce que forcément ça l'atteignait, mais enfin il devait considérer que c'était un peu la rançon de la célébrité. Oui. Merci beaucoup, chère Amélie Granet-Garoccio, d'être venue parler de la Tour Eiffel, mais surtout d'être venue parler de Gustave Eiffel. Une chanson, il est juste là, derrière nous, tout au fond du restaurant. Il nous donne la primeur de son nouvel album. Cette chanson s'appelle Don't Dream It's Over. Voici Paul Young à Sacré Soirée. There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost, but you never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us. You know they won't win. Now I'm towing my car. There's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. And the paper today tells of war and of waste, but you turn right over to the TV page. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us, but you know they won't win. Oh, yeah. Now I'm walking again to the beat of a drum, and I'm counting the steps to the door of your heart. Only shadows appear, barely clearing the room. Get to know the feeling of liberation and release.
Don't Dream It's Over, c'était Paul Young. Le coup de cœur, juste avant l'été, on ne s'était pas trompé, puisque la chanson est entrée dans le top 50. Nos fiançailles, voici Nilda Fernandez, et devant l'Arc de Triomphe. Juste une ivresse pour que l'on cesse de boire. Une cicatrice pour que l'on puisse y voir. Pour que l'on aille nos fiançailles. Juste une audace pour qu'on s'embrasse un peu. Une friandise pour qu'on attise le feu. Pour que l'on aille nos fiançailles. Fuerte, fuerte y con la muerte voy a hacerte una canción. Dentro, dentro y con el viento me atormento sin razón. Pour que l'on aille nos fiançailles. Juste une ivresse pour que l'on cesse de boire. Une cicatrice pour que l'on puisse y voir. Pour que l'on aille nos fiançailles. À la mi-juillet, quand on soupire aux portes, quand le cœur nous emporte et qu'on a mal au rein, et qu'on se dit que rien n'est aussi prestigieux que les sommes et les jeux, quand on se dit peut-être ce que l'on voudrait être juste au-dessus des règles, quand on se dit qu'on peut être un aigle. Non, 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 non. Laissez, c'est pour moi. Non, ça me fait plaisir. Franchement, on se bat tous. Je vous dis, vraiment, ça me fait plaisir de vous inviter ce soir au Jules Verne ici. Et j'en profite pour les remercier de nous avoir accueillis, d'avoir fermé la salle spécialement pour vous, pour Sacrée Soirée. Merci mille fois à nos invités. Merci à la Tour Eiffel. Merci au Jules Verne. Merci à vous. Bonsoir.